Je ne pense pas que nous soyons vraiment prêts pour le silence. Après toutes ces années dans l'armée, je pensais pouvoir supporter n'importe quoi. J'ai entendu des roquettes siffler au-dessus de ma tête à 3 heures du matin, j'ai vu des amis se vider de leur sang à 1 mètre de moi, j'ai passé des nuits à regarder le plafond entorchi d'une baraque de fortune en me demandant si le lendemain serait mon dernier jour. Mais rien, pas même les missions volontaires dans les zones de conflit ne m'a autant marqué que ce silence lorsque je suis rentré chez moi. 12 déploiements. C'était mon compte. Le dernier devait être le dernier. J'ai même dit à mon commandant que je partais pour de bon. Mes enfants me manquaient. Leurs matchs de football, leurs anniversaires. Même leurs petites engueulades débiles à l'arrière de la voiture pendant les vacances. Tout ça devait redevenir ma vie. Camille le savait. 13 ans de mariage. Elle était là quand j'étais encore sergent fauché qui réparait une chaudière qui fuyait entre 2 exercices. Elle m'envoyait des colis au désablé, des lettres avec son écriture ronde, des dessins de Rose et de Léo. Je trimballais tout ça comme un gilet pare-balles. Je me disais que je me battais pour eux. Alors quand j'ai atterri à Roissy et rallumé mon téléphone, j'attendais un « bon retour papa » ou une photo des petits avec une banderole. Peut-être un selfie de Camille avec une bière fraîche qui m'attendait. Ce n'est pas ce que j'ai eu. Juste un SMS. Ne rentre pas. C'est fini. Et quelques secondes après. Les enfants ne veulent plus de toi non plus. Rien d'autre. Pas d'explication. Pas d'appel. Pas un mot. Juste, le silence ensuite. Je suis resté planté au milieu du terminal comme une statue. Des militaires passaient de chaque côté, embrassaient leur famille, prenaient des photos, pleuraient. Et moi j'étais là, sac militaire à l'épaule, Rangers encore lacé, comme si je n'étais même pas arrivé. Je n'ai pas appelé. Pas répondu. Je suis sorti dans l'air sec de l'Île-de-France, j'ai pris un taxi et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener à l'hôtel. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas cogné dans un mur. J'avais déjà fait les deux trop souvent. Ce que j'ai fait, une douche brûlante interminable, rasage complet, puis j'ai ouvert mon ordinateur. Ensuite j'ai appelé maître Vincent Morel, le meilleur avocat en droit de la famille de Paris, et je lui ai dit que j'avais besoin d'être défendu tout de suite. Je n'allais pas me laisser faire. Vincent m'a demandé si j'avais un endroit où dormir. Je lui ai dit la vérité, absent depuis presque 1 an, pour ce que j'en savais, ma femme avait pu changer les serrures. Il m'a demandé si j'avais les SMS en preuve. J'ai dit oui. Il m'a répondu que c'était déjà un bon début. Le lendemain midi, j'avais signé la convention d'honoraires et Vincent commençait à rédiger les premières requêtes. Je ne voulais pas me venger. Je voulais de la clarté. Du contrôle. Mes enfants. Rose a 12 ans. Léo en a 9. J'en avais déjà raté tellement. L'idée que Camille ait pu leur dire que j'étais parti pour de bon, ou pire que je les avais abandonnés volontairement me retournait l'estomac. Je ne savais même pas ce qu'elle leur racontait. Je ne savais même pas où ils étaient. La maison? Chez ses parents à Versailles? Chez un autre mec? Aucune idée. Ce soir-là, j'ai commandé un faux filet au room service et je me suis retrouvé seul avec un carnet jaune. J'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais de l'année écoulée. Les mails de Camille. Le changement de ton. Les visios annulés. Les fois où elle oubliait de faire apparaître les enfants sur FaceTime. Des petits détails qui clochent mais qu'on met de côté quand on est à 7000 km et qu'on essaie juste de rester en vie. J'ai repensé à la dernière photo qu'elle m'avait envoyée, les enfants déguisés pour Halloween. Rose en pirate. Léo en robot. Je me souviens avoir trouvé bizarre que Camille ne soit pas dessus. Elle adorait se déguiser avec eux avant. C'est là que ça m'a frappé. Elle n'attendait plus. Elle était déjà partie. J'étais le dernier à être au courant. Le reste de la semaine, j'ai transformé cette chambre d'hôtel en PC de guerre. Ligne téléphonique dédiée. Liste de contacts juridiques. Stockage cloud sécurisé. Je n'étais plus seulement un militaire. J'étais un père en mission. Peu importe que Camille me déteste. Qu'elle me haïsse autant qu'elle voulait. Mais personne ne ferait croire à mes enfants que je les avais laissés tomber. Je ne savais pas encore quel était son plan. Pourquoi elle était allée aussi loin sans un seul échange. Mais une chose était sûre. Elle avait tiré le premier coup. Et moi, je ne perds pas les guerres.
J'ai toujours pensé qu'on ne part pas au combat les yeux bandés. C'est la façon la plus rapide de se faire tuer au croire qu'on peut taper au hasard et que ça suffira. Dans l'armée, on planifiait tout. Objectifs, météo, mouvements ennemis, terrain. On ne supposait pas. On vérifiait. Alors quand Camille a envoyé ses SMS secs, définitifs, ne rentre pas, et les enfants ne veulent plus de toi, je ne me suis pas laissé entraîner dans son chaos. Pas de supplication. Pas de dispute. Juste silence et stratégie. J'ai appelé Mathieu. Mathieu, ce n'est pas juste un pote du lycée. C'était mon observateur avancé pendant 2 OPEX et aujourd'hui il dirige une boîte de sécurité privée à Montpellier. Si tu as besoin de retrouver quelqu'un, de le suivre, ou de fouiller jusqu'au bout du monde, c'est lui. Il n'y a pas Dieu plus fiable. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Juste, tu veux du visuel ou de l'écoute? Les deux, j'ai répondu. Le plus vite possible. En 24 heures, il avait la vie de Camille cartographiée plus serrée qu'une patrouille de base. Elle vivait toujours dans la maison. Elle roulait toujours avec le même SUV gris. Elle postait encore de temps en temps une photo filtrée des enfants au brunch comme si tout allait bien. Mais rien n'allait bien. Pas du tout. Le premier gros drapeau rouge est arrivé un mardi après-midi. Mathieu m'a envoyé quelques captures d'une caméra à détection de mouvement placée près d'un café à 2 rues de la maison. Camille était là, assise à une petite table d'angle, riant à ce que lui disait un homme en face d'elle. La quarantaine bien tassée, coupe soignée, manteau chic, le genre de mec qui sort sa carte de visite avant même qu'on la lui demande. Mathieu avait déjà fait les plaques. Nom, Adrien Moreau. Métier, promoteur immobilier. Statut, pas divorcé, mais séparé. Connu dans le milieu immobilier parisien pour retourner des biens en difficulté et, réseauté, beaucoup avec des clientes aisées ou surtout des femmes. Suspension de carte pro une fois pour pratique douteuse, mais rétablie en appel. Il ne rencontrait pas Camille pour la première fois. Les photos parlaient d'elles-mêmes. Le langage corporel. La familiarité. La façon dont elle se penchait vers lui, sourire d'ado. J'en avais assez vu pour confirmer mon intuition. Mais Mathieu n'avait pas fini. Les jours suivants, il a suivi leur rendez-vous. Un dîner à Neuilly. Une séance d'escalade en salle à Boulogne. Encore un café, cette fois avec Camille dans un des gros pulls que je lui avais offert à Noël dernier. Tout semblait rodé, comme une routine installée depuis longtemps. J'ai demandé à Mathieu jusqu'où il pouvait remonter. Il a grogné. Donne-moi une journée. Le lendemain après-midi, j'avais les logs de bornes téléphoniques, les recoupements géolocalisés, et même des images de sonnettes connectées de voisins qu'il avait payées discrètement. Je ne sais pas comment il a eu tout ça et je n'ai pas demandé. Mais ça montrait qu'Adrien venait régulièrement ou toujours en semaine, toujours pendant les heures d'école, toujours après que Camille avait posté « Télétravail aujourd'hui ». C'était propre. Presque trop propre. Mais pas assez. Pendant que Mathieu assurait l'avant, je suis retourné lire la convention de mariage que Camille avait signée avant notre union. Son père avait insisté au vieux jeu, il ne voulait pas qu'un militaire vide l'héritage familial. Ironie du sort, je n'avais jamais touché un centime. Tout ce qu'on avait, je l'avais gagné. J'ai étalé les documents devant Vincent. Les photos. Les dates. Les schémas. Il a lu la convention lentement, comme s'il déchiffrait une carte au trésor. Puis il a souri. Il y avait une clause ou un petit paragraphe sur la cohabitation durant la séparation, et le comportement de relations publiques à proximité des biens matrimoniaux. Du jargon, mais en clair, si Camille entretenait une relation impliquant des routines partagées ou des nuits passées ensemble avant le divorce prononcé, ça déclenchait un gel financier de sa donation familiale jusqu'à une audience complète. Camille n'avait pas juste franchi la ligne. Elle l'avait pulvérisé. Vincent a déposé la requête le jour même. En fin de semaine, l'accès de Camille à sa donation était bloqué. Pas saisi gelé. Elle gardait son salaire et son compte courant. Mais le coussin confortable laissé par son père? Disparu. Indéfiniment. Et elle ne l'avait pas vu venir. Son avocat, un certain maître Delorme, trop de parfum et pas assez de jugeote, a appelé Vincent en panique pour demander un rendez-vous. Vincent lui a répondu qu'ils attendraient qu'on soit prêt. Je n'ai pas souri en apprenant la nouvelle. Il n'y avait pas de joie là-dedans. Mais je vais vous dire ce que j'ai ressenti, le contrôle. Pour la première fois depuis mon retour,
j'avais l'avantage. Je ne courais plus après. Je planifiais. J'agissais. Et Camille? Elle venait de goûter à sa première vraie conséquence. Ce n'était pas de la vengeance. C'était le premier coup. Je ne sais pas ce qui faisait le plus mal, découvrir que Camille m'avait trahi, ou réaliser à quel point elle avait creusé le trou dans mon dos. Au début, j'ai pensé que c'était récent. Un dérapage. Les gens craquent sous la pression, et j'avais été absent presque 1 an. Mais plus je reliais les points, plus c'était évident, ce n'était pas un accident. C'était un projet. J'étais garé devant un flunch un matin quand tout s'est éclairé. Mathieu m'avait envoyé une série de photos horodatées la veille au soir. Il a sa licence de drone, quelques contacts chez des détectives locaux et une passion maladive pour la surveillance. Je lui dois un bon repas au barbecue après ça. Sur une des photos, Adrien Moreau, ce promoteur immobilier arrogant, se garait dans l'allée d'une maison 2 numéros plus loin que la nôtre. Pas juste stationné. Il entrait avec un plan dans une main et un agent immobilier derrière lui. Le panneau « À vendre » était encore planté. Au premier regard, on pouvait croire à un investissement. Mais le timestamp, 4 mois plus tôt. 4 mois plus tôt, j'étais encore en OPEX. J'écrivais encore des lettres et pliais des étoiles en papier pour la classe de CM1 de Léo. Pendant ce temps, ce type mesurait des clôtures et draguait ma femme en plein jour. J'ai bu mon café brûlant en me mordant l'intérieur de la joue. Ce n'était pas nouveau. C'était organisé. J'ai donc repris tout le fil. Les posts Instagram de Camille. L'agenda partagé. Les petits détails. J'avais une sauvegarde de son ancien téléphone dans le cloud. Elle ne savait pas que j'avais synchronisé ça des années plus tôt quand on avait pris le forfait famille. Le premier message entre eux, Camille et Adrien, remontait à plus d'1 an. 12 mois environ. Rien d'explicite au début, juste des cafés aidés, on se tient au courant. Amical. Mais même là, le ton était trop chaud. Trop familier. Et ça n'a jamais arrêté. Ça s'est transformé en texto tard le soir. Blague privée. Puis de vrais rendez-vous notés, réunions parents-prof, ou cours de yoga. J'ai fait la guerre. J'ai repéré des snipers juste à cause d'un reflet sur une vitre. Là, c'était pareil. Les signes étaient là. J'avais juste arrêté de regarder. Pire encore, les messages entre Camille et sa sœur, Marion. Il s'avérait que Camille semait des graines dans la tête des enfants, surtout Rose. Des phrases du genre « Papa est toujours absent. Il préfère l'armée à nous. Adrien est là. Lui, il est présent. » J'ai lu un message où Rose disait qu'elle ne voulait pas faire de visio avec moi parce que j'étais, sûrement trop occupé avec l'armée. Ça m'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Camille transformait mes enfants en étrangers. Et puis je me suis souvenu d'une phrase de Rose lors de notre dernière visio. Elle m'avait dit qu'Adrien les avait emmenés à la Cité des Sciences. La même où je les emmenais tous les ans au printemps avant de partir. Sur le moment j'avais trouvé ça gênant, j'avais pensé qu'il était juste un ami qui aidait. En y repensant, c'était beaucoup plus. Adrien ne se contentait pas de voir Camille. Il s'installait dans ma famille comme dans une paire de chaussures neuves. Et Camille? Elle lui ouvrait la porte. Discrètement. Méthodiquement. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. J'ai imprimé les actes notariés. Adrien avait fait une offre sur la maison voisine 6 mois plus tôt. Cash. Acte en 30 jours. Camille n'en avait jamais parlé lors de nos rares conversations. Elle pensait sans doute que je ne le découvrirais jamais. Mais je l'ai découvert. Je suis passé devant cette maison moi-même. Pas entrée, juste plusieurs tours de pâté de maison. L'arrière donne sur notre jardin. Notre ancien brasero? Visible depuis sa chambre à l'étage. S'il emménageait, il pourrait faire coucou aux enfants par-dessus la clôture. Organiser des barbecues le week-end. Être coach de leur équipe de foot. C'est là que j'ai arrêté de penser que c'était juste une histoire d'infidélité. C'était une tentative d'effacement. Il ne jouait pas à la famille. Il me remplaçait de brique par brique, souvenir par souvenir. Les jours suivants, j'ai bossé avec Vincent sur la stratégie garde d'enfants. Je lui ai tout donné. Capture d'écran. Chronologie. Acte public. Je n'allais pas laisser un mec qui ne savait rien de moi ni de mes enfants entrer dans leur vie comme si je n'avais jamais existé.
Camille pensait pouvoir réécrire l'histoire. Mais je suis toujours là. Toujours leur père. Et je ne pars nulle part. Il y a un moment où ton ventre change de sensation, quand tu arrêtes de penser, trahison, et que tu comprends, stratégie. Jusqu'ici, je me disais que Camille déraillait. Qu'elle faisait des choix impulsifs. Qu'elle avait peut-être succombé au charme d'un beau parleur et perdu le nord. Ça rendait les choses plus faciles à avaler. Plus facile à croire qu'on pouvait encore discuter. Mais Mathieu m'a envoyé un truc ce matin-là qui a pulvérisé cette théorie. Un PDF. Anodin au premier regard. Une chaîne de mai entre Adrien Moreau et un consultant en expatriation. Objet, chronologie projet Lisbonne. J'ai ouvert, pensant à un autre deal immobilier. Ce que j'ai vu m'a atteint plus fort que tout le reste. Demande d'inscription scolaire. Instruction visa. Programme de transition linguistique pour enfants. Et même une date prévisionnelle de signature pour une villa en périphérie de Lisbonne au Portugal. Pas un autre département. Pas une autre région. Un autre continent. Ils ne jouaient plus à la petite famille. Ils préparaient une fuite. Et ils emmenaient mes enfants. J'ai appelé Mathieu tout de suite. C'est du solide? Béton armé, il m'a répondu. Intercepté depuis une synchro cloud sur son MacBook. Elle envoyait les docs en utilisant le hotspot d'Adrien. Grosse boulette. Ma main s'est crispée sur le volant. J'étais garé derrière un Leclerc, le téléphone serré comme si je pouvais l'étrangler. C'est là que j'ai décidé d'entrer dans la maison. Légalement, j'en avais encore le droit. Pas d'ordonnance de protection, mon nom toujours sur l'acte. Vincent m'a conseillé la prudence, mais il fallait que je voie de mes yeux. Que je sache ce qu'elle cachait. J'ai attendu un samedi matin où je savais qu'elle serait sortie avec les enfants. Mathieu les avait tracés jusqu'à un studio de yoga puis un brunch à Saint-Germain. J'ai roulé jusqu'à la maison, j'avais encore ma clé, je suis entré. La maison ne sentait plus comme la nôtre. Nouvelle photo dans le couloir. Pas moi. Pas nous. Juste les enfants. Portrait solo. Certains pros, d'autres pris avec un autre téléphone. Camille n'apparaissait nulle part non plus, ce qui rendait le tout encore pire. Comme si elle voulait effacer toute trace de moi de l'histoire visuelle de cette maison. Les meubles avaient bougé. Coussins différents. Mon vieux fauteuil relax avait disparu. Donné apparemment. Le garage était réorganisé avec des bacs étiquetés par saison, par année scolaire. Méticuleux. Précis. Comme une préparation. J'ai fouillé doucement, sans rien déranger. Dans le placard de la chambre parentale, derrière une vieille boîte de cartes de vœux, je l'ai trouvée. Une enveloppe jaune Kraft scellée. Lourde. Sans inscription. Je l'ai ouverte sur le lit et j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Des plans d'architecte. Schéma d'une propriété avec des annotations au stylo. Chambre de rose. Mezzanine invitée. Terrasse, bordure en carrelage. La maison correspondait à la villa du Mel. Il y avait même un projet de blason familial sur le côté du dossier. Un vrai blason. Un arbre, des initiales en cursif, et un ruban en dessous, Novo Começo. Je ne parle pas portugais, mais Google a traduit en 2 secondes. Nouveau départ. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas juste partir. C'était remplacer. Un nouveau départ sans moi. Et ils embarquaient mes enfants dans l'aventure. Je me suis assis au bord du lit et j'ai laissé tout ça se poser. J'entendais la voix de Rose dans ma tête, son ton avait changé ces derniers temps. Plus fermé. Plus distant. La semaine précédente au téléphone, elle m'avait dit « Maman dit que tu aimes ton métier plus que nous ». J'avais ri maladroitement. C'est pas vrai, ma puce. Tu le sais. Silence. Puis, peut-être. Léo avait commencé à appeler Adrien, tonton A. C'est Mathieu qui l'avait entendu au café. Une de ces petites phrases que les enfants lâchent en pensant que c'est normal. Camille les avait préparées. Doucement. Sur la durée. Elle n'avait pas seulement essayé de me les prendre physiquement. Elle travaillait leur tête, une conversation après l'autre, grignotant leur image de moi jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une ombre. C'était la ligne rouge. Je suis sorti avec l'enveloppe et les plans en main. Je n'ai rien pris d'autre. Pas même les photos. Qu'elles s'en rendent compte plus tard.
qu'elle sente l'air changer quand elle comprendrait que j'avais vu. Le compte à rebours avait commencé. Et Camille allait découvrir à quel point j'avais regardé attentivement. On ne peut encaisser qu'un certain nombre de coups avant que l'instinct prenne le dessus. À ce stade, j'avais assez d'éléments pour savoir que ce n'était plus un divorce compliqué. Camille ne se contentait pas de me tromper. Avec Adrien, il construisait quelque chose de plus gros au mouvement calculé, retournement des enfants contre moi, et plan d'une villa à l'étranger comme si je n'avais jamais existé. Mais l'instinct me disait qu'il y avait pire encore. Alors j'ai appelé un pro. Il s'appelle Marc Vallée, détective privé, habitué aux fraudes en col blanc et aux disparitions. Bottes usées, casquette délavée, mais regard qui perce. Il n'a pas demandé pourquoi. Juste, tu veux du caractère ou du comportement? Les deux. Et creuse profond. Il a hoché la tête et il est parti comme s'il savait déjà par où commencer. Une semaine plus tard, il m'a appelé. Viens en face à face. Trop gros pour le téléphone. On s'est retrouvés dans une brasserie en périphérie. Marc s'est glissé en face de moi, a posé un gros dossier Kraft sur la table et a dit « Tu avais raison sur Adrien Moreau ». J'ai ouvert et j'ai commencé à lire. L'empire immobilier d'Adrien était construit sur du vent et de la fumée. Au moins 4 opérations où des investisseurs avaient perdu des fortunes, et à chaque fois, ils s'en sortaient indemnes. 2 sociétés écrans dans le Delaware. Un compte offshore à Malte. Sur le papier, nickel. En suivant l'argent, une autre histoire. Marc avait tracé des flux entre Adrien et 2 femmes veuves toutes les deux, héritières de portefeuilles immobiliers. Même schéma. Adrien proposait de gérer leurs biens, entrait par le charme, puis faisait glisser l'argent vers des SCI au statut flou. Les 2 femmes avaient fini par vendre sous pression, Adrien ressortait plus riche, elle avec des procédures et des comptes vidés. Elles étaient trop humiliées pour porter plainte publiquement, m'a dit Marc. L'une a essayé. Il l'a noyée sous la paperasse jusqu'à ce qu'elle abandonne. Camille n'était pas la première. Juste la suivante. Mais il y avait pire. Ton fils, a dit Marc, voix basse. Prépare-toi. J'ai pris une grande inspiration. Il a sorti un petit rapport. Pas accent grave l'œil. Juste un compte-rendu d'une psychologue scolaire qui voyait Rose et Léo à temps partiel. Elle avait gardé le silence, probablement effrayée d'être mêlée à une garde. Marc l'avait contactée en se faisant passer pour un médiateur familial et elle avait parlé. Léo lui avait raconté quelque chose quelques semaines plus tôt. Tonton A l'avait poussé une fois. Fort. Avait crié. Lui avait dit de se tenir correctement après avoir renversé du jus sur la terrasse. Camille n'était pas là. Rose était à l'étage, Léo s'était refermé après. La psy avait noté changement de comportement, signe discret d'intimidation. J'ai refermé le dossier. Mes mains tremblaient. J'ai vu beaucoup de laideur dans ma vie. Mais rien ne glace plus le sang que de savoir qu'un étranger a posé la main sur ton enfant pendant que tu étais absent, pendant que tu faisais confiance aux mauvaises personnes. Il lui a laissé un bleu sur l'épaule, a dit Marc. Pas longtemps visible, mais c'est dans les notes. Et j'ai une photo du dessin du petit. Il me l'a tendu. Crayon de couleur. Un bonhomme bâton tout seul sur le côté. Un grand au milieu avec de grosses mains et des sourcils en colère. Un autre petit, penché, avec une marque rouge sur le bras. Le mot « jus » écrit en coin. C'était l'écriture de Léo. Je l'ai reconnu. J'ai pris la feuille et je n'ai rien dit pendant 5 bonnes minutes. J'ai donné à Marc un bonus en liquide en plus de ses honoraires. Je lui ai dit qu'il avait fait du bon boulot. Vraiment. Puis j'ai foncé chez Vincent. Je lui ai tout étalé aux les magouilles immobilières d'Adrien, la manipulation des veuves, le rapport de la psy, le dessin. Vincent a écouté sans m'interrompre. Il a repris la convention de mariage, plus lentement cette fois. Il y a une clause ici, il a dit en pointant. Mise en danger par négligence d'un mineur au contact d'une personne ayant un historique de litige, de violence ou d'exploitation financière. C'était glissé dans les dispositions parentales exigences du beau-père. Je ne m'en souvenais même pas. Mais maintenant? C'était ma clé en or. On utilise ça, a dit Vincent, et on force une audience. On n'est plus sur l'infidélité. On est sur la mise en danger, la stabilité et l'intégrité de la garde. Parfait, j'ai répondu. Parce que ce n'était plus une histoire de mariage brisé.
C'était une histoire de protection de mes enfants. Et maintenant, j'avais enfin le levier. Quand j'ai décidé de tendre le piège, je savais exactement à quel genre d'homme j'avais affaire. Adrien Moreau n'était pas juste un menteur ou un manipulateur. C'était un stratège lisse, toujours 3 coups d'avance. Le genre de mec qui sourit avec les dents mais surveille tes mains. On ne bat pas un homme comme ça avec des émotions. On le bête avec le timing. Avec la patience froide. Et j'avais les deux. Je me suis assis avec Vincent et on a monté l'appât. Une fausse réunion de règlement amiable. Faire croire que j'abandonnais. Que j'étais fatigué. Que je voulais boucler vite et sans bruit. On a rédigé un court document, cadre transitoire de garde alternée et protocole d'accord. Faux mais crédible. Quelques emplacements pour la signature de Camille, juste assez pour qu'elle pense avoir l'avantage. On a fait fuiter par son avocat, Maître Delorme, qui a mordu à l'hameçon comme un brochet. La réunion était fixée au jeudi matin, 10 h, dans un cabinet neutre près de la Défense. Camille, Adrien, Delorme, Vincent et moi. C'est ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils ignoraient, on avait sonorisé la salle. Vincent avait fait appel à un ancien technicien de la PJ pour poser 2 micros discrets, un dans l'horloge murale, un dans la bouche d'aération. Plus une caméra dans la base de la lampe. Légal? Oui. En France métropolitaine, le consentement d'une seule partie suffit. Et j'étais cette partie. Le piège était armé. Mais avant même que la réunion ait lieu, autre chose m'a frappé en plein ventre. Rose m'a dit la vérité. Elle m'a appelé la veille au soir. Voix basse. Faut pas que je parle longtemps, maman aime pas quand je discute trop avec toi. J'ai fermé la porte de la chambre d'hôtel et je me suis assis sur le lit. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? C'est à propos de Léo. Ce prénom seul m'a figé. Elle a hésité. Puis elle a murmuré, Adrien l'a poussé encore. Plus fort cette fois. Léo a pleuré. Et quand j'ai dit à maman, elle m'a dit de pas faire de drame. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qu'Adrien a dit? J'ai demandé. Qu'il était maladroit et qu'il devait grandir. Et puis il a claqué la porte du placard très fort. Je crois pas qu'il savait que je regardais. J'ai serré la mâchoire jusqu'à ce que ça fasse mal. Tu as bien fait de me le dire. Merci de me faire confiance. Je lui ai promis que je la protégerais. Je ne lui ai pas parlé de la réunion du lendemain. Ce n'était pas à elle de porter ça. Mais ça a allumé un feu en moi. Ce n'était plus un piège. C'était une embuscade. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle calme comme un lac gelé. Camille portait un chemisier chic et cet air suffisant qu'elle avait perfectionné. Adrien était assis à côté d'elle comme s'il était chez lui, feuilletant le faux accord. Vincent a fait le show comme un pro aux clauses de flexibilité géographique, plan de remise progressive. Il leur a demandé leur avis. Camille a dit que ça semblait raisonnable. Adrien s'est calé en arrière et a souri comme s'il avait déjà gagné. Puis il a prononcé la phrase qui l'a condamné. De toute façon on sera bientôt à l'étranger, donc autant boucler vite. Vincent a marqué un temps. À l'étranger? Camille l'a regardé, yeux écarquillés. Adrien a continué, Lisbonne. Elle t'a pas dit? On signe la villa le mois prochain. Les enfants vont adorer. Ils parlent déjà un peu espagnol. Le portugais viendra tout seul. Elle lui a lancé un regard assassin, mais trop tard. Vincent a cliqué sur son stylo. Merci pour la confirmation. C'est là que je me suis levé. Vous n'emmènerez mes enfants nulle part, j'ai dit. Adrien a ouvert la bouche pour répliquer, mais Vincent a levé la main. C'est enregistré. Chaque mot. Ainsi que la précédente déclaration concernant les violences physiques sur Léo. Le visage de Camille est devenu livide. Tu m'as menti, elle a dit à Adrien, voix brisée. Il a voulu prendre sa main. Elle l'a retirée violemment. Je n'ai pas attendu la suite. Je suis sorti, j'ai appelé Marc et je lui ai dit de préparer les dossiers. J'avais un OPJ en attente avec la dernière attestation de la psy, plus la déclaration de Rose écrite de ma main, prête à être légalisée. Ce n'était plus une question de levier. C'était une question de protection. Et de justice. Et pour la première fois, j'avais les deux. Il y a un instant, juste avant que le combat commence, où tout devient silencieux.
Je l'ai ressenti sur le terrain quelques secondes avant que les Rangers touchent le sol, avant le premier ordre qui brise le calme. Cette pause où tes mains s'immobilisent mais où ton cerveau brûle. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans cette dernière salle de réunion. Grande table en chêne. 2 carafes d'eau. Dossier bien aligné. Camille était en face de moi avec son avocat, Delorme, essayant de paraître composé, mais ses mains tiraient sans arrêt sur les manches de sa veste. Adrien à côté d'elle, arrogant comme toujours, feuilletant une brochure glacée. Son nouvel avocat avait l'air sorti d'un magazine costume cintré, cheveux gominés. À la gauche d'Adrien, un homme en veste grise que je n'avais jamais vu. Il paraissait banal. Moyen. Mais je savais qui c'était. C'est moi qui l'avais amené. Le commandant Lemaire, brigade financière. Il était assis tranquillement, sirotant son eau comme s'il avait toute la journée. Il n'était pas là pour parler. Juste pour écouter. Vincent a ouvert la réunion. Propre, précis. Petit ordre du jour, formalité. Puis il m'a fait un petit signe de tête. C'était l'heure. J'ai ouvert mon dossier et j'ai fait glisser le premier document sur la table. Voici une attestation notariée d'une psychologue scolaire ayant suivi mon fils Léo. Elle mentionne des actes de violence physique commis par Adrien Moreau, rapportés et constatés par ma fille. Camille s'est raidie. Tu ramènes ça ici? Oui, j'ai répondu. Parce qu'on n'est plus sur une simple garde. On est sur de la mise en danger. Avant qu'Adrien puisse intervenir, Vincent a posé les pièces suivantes au relevé bancaire. Acte notarié. Virement depuis les sociétés écrans d'Adrien relié à 2 femmes en province. Chaque opération tracée jusqu'à des fraudes immobilières. Chaque dossier sous enquête judiciaire. Puis le clou. J'ai sorti une clé USB. Le commandant Lemaire s'est penché, l'a branché sur l'ordinateur prévu à cet effet. L'écran s'est allumé avec les rushs de surveillance merci Mathieu et Marc. Une séquence où Adrien admettait face caméra le projet Lisbonne. Une autre où il se vantait au téléphone que c'était facile de retourner des biens avec une donation quand les émotions sont à vif. Silence total. Delorme est devenu blanc. Les mains de Camille sont tombées sur ses cuisses. Ses épaules se sont affaissées. Pour la première fois depuis le début, je n'ai pas vu de la colère dans ses yeux. J'ai vu la prise de conscience. Elle s'est tournée lentement vers Adrien. Tu m'as dit que rien de tout ça n'était vrai. Adrien s'est agité sur sa chaise, soudain nerveux. Il bluffe. C'est monté de toutes pièces. Non, a coupé le commandant Lemaire, prenant la parole pour la première fois. Ce n'est pas monté. Il s'est levé, a sorti calmement un petit dossier noir de sa veste et l'a posé sur la table. Monsieur Moreau, il a dit, vous êtes visé par une enquête pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et exploitation financière transfrontalière. Vous n'êtes pas en garde à vue pour l'instant, mais je vous conseille vivement de ne pas quitter le territoire. Adrien a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Camille le regardait, yeux écarquillés, lèvres entr'ouvertes. Elle avait l'air de quelqu'un qui vient enfin de voir derrière le rideau. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas de triomphe. Juste une confirmation froide. La vérité, nue. Camille s'est tournée vers moi. Tu savais tout ça? Elle a demandé, presque un souffle. J'avais des soupçons, j'ai répondu. Et puis j'ai eu les preuves. Elle a dégluti. Puis elle a regardé le commandant Lemaire. Si je coopère, si je donne ce que je sais, est-ce que ça peut t'aider? Il a hoché la tête lentement. Oui. Ça comptera. C'était le moment. Camille n'était plus seulement témoin. Elle devenait témoin pour la justice. Elle a repoussé sa chaise, s'est levée et s'est mise de l'autre côté de la table. Pas à côté de moi. Mais pas à côté d'Adrien non plus. Elle s'est postée derrière Vincent, bras croisés. Adrien nous regardait tour à tour, rouge de colère. Vous êtes tous fous. Vous pensez que je vais tomber pour ça? J'ai des avocats. Le commandant Lemaire a juste dit, vous avez 48 heures avant la levée du secret de l'instruction. Je vous conseille de bien les utiliser. La réunion s'est terminée là. Pas de poignée de main. Pas de regard. Juste une sortie lente, lourde, l'air tellement épais qu'on pouvait le sentir sur la langue. Camille ne m'a pas parlé en partant. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait ce qu'elle avait fait.
Et elle savait enfin qui était vraiment Adrien. Ce n'était pas fini mais pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais sous le feu. 6 mois. C'est le temps qui s'est écoulé depuis qu'on est sorti de cette salle de réunion et qu'Adrien Moreau a perdu le contrôle du récit qu'il avait construit. Il est en détention provisoire fédérale aujourd'hui, attendant une lente succession d'audiences et de mise en examen. Il pense encore qu'il va pouvoir parler pour s'en sortir. Mais son charme marche moins bien en combinaison orange. Il s'avère que quand on traverse les frontières avec de l'argent sale, qu'on ment aux mauvaises personnes et qu'on laisse une traînée de famille brisée derrière soi, il ne reste pas grand-chose à négocier. Moi, je reconstruis. J'ai pris une maison de plain pied dans le quartier et de Saint-Cloud aux 3 chambres, rien de luxueux, un bout de terrain et une remise que j'ai déjà transformée en salle de sport et bureau. La cuisine a une fenêtre plein haie. Tous les matins, je fais un café noir et je regarde le jour se lever. C'est le genre de calme dont je rêvais en mission. Drôle comme on oublie le bruit de la paix jusqu'à ce qu'elle vienne enfin s'asseoir à côté de toi. Rose et Léo sont chez moi 4 jours par semaine maintenant. La garde alternée est sur le papier, mais les enfants demandent toujours à rester un peu plus quand le dimanche soir arrive. Camille a accepté tous à une fois la poussière retombée. Je crois qu'une part d'elle a compris qu'elle était allée trop loin, trop vite, et qu'on ne répare pas ça avec des mots. Elle vit dans un appartement plus près du centre. Elle est correcte maintenant. Pas chaleureuse, mais pas glaciale non plus. Juste stable. Je peux travailler avec ça. Rose a recommencé à fredonner quand elle lit. C'était son truc avant. Elle se roulait en boule sur le canapé avec un livre et elle faisait ses petits bruits de boîte à musique, comme si ses pensées avaient une mélodie. Pendant longtemps, ce son avait disparu. Maintenant il est revenu, et je mentirais si je disais que ça ne m'a pas serré la gorge la première fois que je l'ai entendu à nouveau. Léo va mieux aussi. Il voit une psy une fois par semaine, surtout pour dessiner et faire des puzzles en bois, mais il s'ouvre davantage. Il reparle des dinosaures. Il rit sans sursauter. Et parfois, quand il croit que je ne regarde pas, il fixe mes mains comme pour vérifier qu'elles ne claqueront jamais une porte ou ne se lèveront jamais en colère. Elles ne le feront pas. Mais je le laisse regarder. Pour qu'il sache qu'il est en sécurité. J'ai fait quelque chose pour moi aussi. J'ai monté une boîte Calen Sécurité Conseil. Sécurité privée, logistique sensible, enquête de fonds pour des entreprises qui veulent éviter les mauvaises surprises. Petite équipe pour l'instant, juste 4 gars que je connais depuis les forces spéciales. On fait de la protection de biens, de l'escorte à risque maîtrisé, des vérifications sérieuses. C'est du travail honnête. Propre. Et ça utilise mes compétences sans me remettre en danger. On a même signé notre premier contrat cadre le mois dernier ou une grosse boîte de transport fluvial. Ça paie les factures et un peu plus. Le plus drôle, c'est que la première fois que je me suis vraiment senti redevenu moi, ce n'était ni à la maison ni au bureau. C'était lors d'un salon orientation à l'université Paris-Saclay. J'aidais un pote à tenir un stand sur les formations cybersécurité quand je suis tombé sur une femme près de la machine à café. Elle avait un dossier sous le bras, cheveux châtains relevés en queue de cheval, lunettes qui donnaient l'impression qu'elles allaient tomber au moindre éternuement. On a tendu la main vers le même sachet de sucre en même temps et elle a ri. Réflexe de recruteur, elle a dit. Toujours rester chargée en caféine. Elle s'appelle Léa Marchand, recruteuse pour une fac qui bosse beaucoup sur les reconversions et les anciens militaires. On a parlé des dispositifs d'accompagnement, des passerelles emploi, des sujets que j'écoutais d'habitude d'une oreille distraite. Là, j'ai écouté. Elle était vive, drôle, ne posait pas 1000 questions sur l'armée. Elle me traitait juste comme un mec qui avait vécu des choses et qui n'avait pas besoin qu'on les lui explique. Je ne lui ai pas demandé son numéro ce jour-là. Mais elle m'a donné sa carte en disant, si jamais tu veux parler de transition, ou juste partager des histoires autour d'un café. Je l'ai gardée. Elle est toujours dans mon portefeuille. Je n'ai pas encore appelé. Mais peut-être que je le ferai. Je ne me précipite plus. J'ai appris à quelle vitesse tout peut s'effondrer quand on court avant d'avoir retrouvé l'équilibre. Pour l'instant, j'ai mes enfants, ma maison, et un travail dans lequel je crois. J'ai des dimanches matins pleins de crêpes et de dessins animés. J'ai des soirées calmes où je m'endors au son du fredonnement de Rose ou au froissement des dessins de Léo sur la table de la cuisine. J'ai fait la guerre loin d'ici. Puis j'ai fait la guerre chez moi. Et maintenant ? Maintenant, les combats sont terminés. Je ne suis pas revenu l'homme que j'étais,
Mais peut-être je deviens enfin l'homme que j'étais censé devenir. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un j'aime.